Des puissances coloniales comme la France qui ont eu des rapports inégalitaires, on a quand même eu des extractions d'uranium dans un pays où on n'a même pas aidé, contrairement aux Chinois, à l'électrification de villages. L'héritage colonial est ce qu'il est, et il n'est pas fameux. Mais ces systèmes soi-disant multipartistes qu'on a aidé à mettre en place, ces pseudo-démocraties, c'est du pillage en bande organisée. Chacun le sait. Je ne dis pas qu'on est des méchants, mais la perception de On ces n'est pas des pays, gentils. c'est qu'on les a pillés, que ça soit vrai ou faux. Et ça, c'est un sentiment général. Alors, On ne peut pas parler d'un sujet sans parler de ce qui a engendré ce sujet-là. Et je pense qu'il est très important lorsque l'on parle de la migration, et c'est ce que je disais à un média il y a quelques jours de cela, italien, que l'on parle des causes qui entraînent la migration. 10 millions de morts par an. C'est-à-dire la faim dans le monde, ça fait l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. 10 millions de morts. Et qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique sera 40% de l'humanité. On sait que le sous-sol africain, c'est exactement celui qui est nécessaire à qui veut créer une économie postmoderne. On sait aussi, hélas, que le champ de bataille du monde, c'est plus l'Europe, comme ça l'a été pendant 4 siècles, mais c'est l'Afrique et le Moyen-Orient. Mais en nombre de conflits, l'Afrique dépasse le Moyen-Orient. Quand on parle de la migration, certains partent du continent parce qu'ils voient qu'il y a une migration des ressources minières, par les multinationales qui sont dans une logique, dans une dynamique de prédation. Certains vont aller du côté du Moyen-Orient, certains vont aller du côté de l'Europe du Sud, certains vont aller du côté de l'Amérique du Sud. Est-ce qu'on doit reprocher à ces gens-là de suivre ce flux migratoire? Et c'est le problème fondamental que j'ai avec les partis nationalistes occidentaux, qui sont complètement différents des autres partis nationalistes en Amérique du Sud, au Moyen-Orient ou ailleurs. On a souvent dit ces dernières années que les pays pauvres ne se développaient pas à cause de la corruption. Il fallait trouver une raison. Ah, c'est la corruption. Voilà, ces gens sont corrompus, il y a de l'économie informelle, ils ne respectent pas les règles, ils sont corrompus, il y a même des gens qui allaient plus loin en disant ils sont un peu paresseux. Enfin, quand on regarde finalement la dette des pays d'Afrique subsaharienne, vous regardez leur dette, quand on prend la dette globale, elle est largement en dessous de la dette française seulement. Vous regardez la population d'Afrique subsaharienne, on compte quasiment 1 milliard d'individus, majoritairement des jeunes, donc qui sont en capacité normalement de pouvoir rembourser leurs dettes. Vous regardez la population de la France, on est 70 millions d'habitants et plutôt des vieux. Donc en réalité, les pays qui ont la plus grosse dette publique, ce sont les pays riches. Ce sont les États-Unis en premier lieu, ce sont la France, ce sont les pays de la zone euro, alors que les pays pauvres ont une dette très faible. On doit se préoccuper, je pense que c'est très important qu'on le dise, de ces multinationales qui pillent les ressources. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que on n'est jamais mieux que chez soi. Kébi, ça va. Pourquoi bien, ça continue comme si de rien n'était. J'adore cette question. Pourquoi la France-Afrique? Une civilisation n'est détruite par l'extérieur que si elle est rongée de l'intérieur. Quand vous dites nous sommes indépendants, qu'est-ce qu'on fait contre ça? La société civile est en train de se battre aujourd'hui et on est en première ligne sur ces questions de manière spectaculaire pour que l'on puisse justement se réapproprier nos ressources minières. Ces pays-là exportent du pétrole, exportent du cacao, exportent des matières premières, mais ces matières premières qu'ils exportent sont souvent transformées dans d'autres pays. Et la transformation, c'est elle qui crée des emplois. Le Congo-Brazzaville, à plus de 90%, il n'exporte que du pétrole. D'accord ? Ce pétrole est produit par qui ? Est exploité par qui ? Par des compagnies majoritairement privées. 60% Total, 30% Eni. L'italien, 90% de compagnies. Après, vous avez un peu de compagnies par-ci par-là privées. La compagnie publique des pétroles congolais, elle est incapable de faire un forage. Les connaissances sur la production, sur les réserves, toutes les quantités, les volumes de production sont décidés par la compagnie privée, qui ne dépend pas du pays. Les prix de leurs biens, qui 90% des exportations, donc du pétrole, le prix n'est pas déterminé par le Congo, il est déterminé par les marchés financiers. Donc on voit bien qu'il y a une très forte dépendance, et ensuite ce produit est exporté, transformé en France ou ailleurs, et l'État congolais rachète de l'essence à ces pays-là. C'est pour ça que je dis souvent que les héros des uns, chacun a le droit d'avoir ses héros, et c'est respectable, ne sont pas les héros des autres. Monsieur Barkov, vous savez, à la fin de la prétendue décolonisation, il y a eu une nouvelle forme de colonisation qui a été immédiatement installée par Jacques Foccart et le général de Gaulle. Votre héros de Gaulle, vous en avez le droit, et pour moi, quelqu'un que je ne vois pas comme un héros, mais comme une des figures qui a restructuré le système de prédation sur notre continent, en installant à la tête de nos États des gens qui étaient des entités, des personnes cooptées par l'oligarchie française. Les premières entités que nous combattons, ce sont nos dirigeants corrompus africains qui, au lieu d'être des toits qui protègent leur population, sont quelque part des gruyères, ou en tout cas des fromages complètement troués. Et ces gens-là se sont organisés de telle sorte que
à la fois les entreprises françaises, les multinationales et l'oligarchie française de manière générale puisse continuer son système de prédation et de pillage de nos matières premières via le système du franc CFA sur lequel on pourrait revenir longuement. Justement, dans le même article que je citais du Monde, l'économiste bissau-guinéen Carlos Lopez a relativisé la dette. Selon lui, le service de la dette en Afrique subsaharienne équivaut à la somme qui a été mise sur la table pour sauver une seule banque américaine et pas la plus grosse, la Silicon Valley Bank. On se rend compte qu'il y a des gens, parce qu'ils ont une belle signature, qui prennent leur téléphone au ministère de l'économie ou des finances et qui appellent et qui arrivent à avoir de l'argent quasiment continu. Quand d'autres, on ne leur prête pas. Et pourquoi on ne leur prête pas? Je veux dire, nous, on a soulevé énormément d'argent public pour faire des projets qui ont parfois été des catastrophes, qui ont été des gouffres financiers. Le projet du Concorde, par exemple, en France. Mais nous avons cette capacité à lever de l'argent, donc nous pouvons mener des projets. Quand vous êtes un pays pauvre, c'est pareil. Vous avez besoin d'argent pour de l'investissement public, pour créer des entreprises publiques, pour créer des administrations publiques, etc., des hôpitaux, des écoles, etc. Si vous n'avez pas accès à cet argent ou accès en faible quantité, vous ne pouvez pas faire ça. Pourquoi c'est pas possible? Parce que le système financier fonctionne de telle sorte qu'il ne veut pas prêter de l'argent à ces pays-là. Donc ils ont recours à des créanciers chinois. Ce n'est pas une si mauvaise chose en réalité. C'est pour ça que la Chine s'est installée très rapidement dans les pays africains. C'est qu'il leur permettait d'avoir des liquidités, ce que le système financier ne leur permet pas. C'est ça le nerf de la guerre. C'est pour ça que quand il y a eu ce microcrédit qui a été créé, dont beaucoup de gens ont dit que c'était génial, parce que c'était des financements finalement accordés aux gens pour qu'ils montent leur entreprise. Il y avait cette idée en fait dans la tête des gens qu'on développe un pays avec les entrepreneurs. C'est une partie importante, mais ce n'est pas la partie principale. Et ces financements, si les banques ne veulent pas les prêter, qui est-ce qui va prêter? C'est la Chine, mais la Chine c'est un pays, il va le prêter sous certaines conditions, conditions parfois sur accès à des matières premières ou de partage de production plus avantageux pour elles. Et donc ça ne leur permet pas d'être complètement indépendants. Le système financier, avec des banques majoritairement européennes et américaines, il favorise les pays riches. Et donc les pays riches lèvent des fonds énormes pour faire leurs projets, quand les pays pauvres, pour faire des projets que nous connaissons, c'est-à-dire faire des choses que nous connaissons, des raffineries, des industries alimentaires, agricoles, nous connaissons, nous savons faire ça. Et eux n'arrivent pas à lever de l'argent. Le vrai problème, c'est l'Organisation mondiale du commerce et du système financier comme il a été créé. Et puis il y a un Africain qui a été secrétaire général des Nations Unies, qu'on a complètement oublié parce que les États-Unis l'avaient saqué en son temps, qui avait écrit un ouvrage très intéressant parce que c'est le premier traité de relations internationales post-bipolaire et qui s'appelle Agenda pour la paix, où il dit attention, le principal facteur de guerre désormais, c'est l'injustice sociale mondiale. Que tout ça est aggravé par l'extrême visibilité. Autrefois, le pauvre mourait sans savoir qu'il existait des riches sur Terre. Maintenant, le pauvre, il meurt en sachant qu'il existe des riches sur Terre. Alors que un autre Africain, Kofi Annan, qui est venu après Boutros Ghali, dit « mais il y a une seule façon de construire une paix durable, c'est de l'asseoir sur la sécurité humaine ». Alors, il y a un très grand monsieur qui est un Indien, prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui a été à l'origine de cette idée et qui l'a définie comme étant « free from fear ». C'est-à-dire être libéré de la peur. Libéré de la peur. La paix, c'est quelque chose de positif. Et l'Afrique paie le tribut le plus lourd pour le djihadisme, et ça on l'oublie. Rien que le Nigeria, des dizaines de milliers de morts en quelques années, un prix énorme, qui a doublé l'Afghanistan ou l'Irak. Le djihadisme, c'est les acteurs qui tirent les dividendes de cette situation de crise. Ce ne sont pas les acteurs premiers, ce sont les acteurs profiteurs. Mais pardon, il dit ce type-là vole. Moi, je suis responsable de la centrale électrique. Quand il y a une coupure, c'est ce type-là que je dois rétablir avant l'hôpital, avant toutes les urgences. Et aujourd'hui, par exemple, les Chinois sont d'énormes corrupteurs en Afrique. Autrefois, quand il y avait des problèmes, comme c'était des rivalités de puissance, d'abord on désignait un vainqueur, un vaincu, puis après on s'accommodait, tu me donnes un bout de territoire, je te donne ma fille pour épouser. Quelle méthode faudrait votre solution vient de l'ONU? C'est-à-dire que vous êtes en train de réhabiliter l'ONU en nous disant que le moyen de rafistoler tout ça... Nous avons besoin d'une gouvernance globale, nous avons besoin d'un On multilatéralisme. en est très très loin. Mais qu'il faut rapiécer, qu'il faut recomposer. Mais ça a marché. Je vais vous donner quelques exemples. Ça a marché quand il y avait une volonté... je vais vous donner des exemples récents. Quel conflit l'ONU a résoudre? C'est la fin non polémique. Quel conflit l'ONU a réussi à résoudre?